Les Chinois de l'Antiquité disposaient de formidables navires d'une conception très en avance pour l'époque. De gigantesques forteresses de 200 mètres de long qui pouvaient accueillir 2000 soldats et équipées de redoutables catapultes. Cette civilisation antique avait également élaboré des mines capables de percer la coque de n'importe quel bateau. De nombreux spécialistes sont convaincus que les ingénieurs navals de l'époque disposaient d'une technologie si avancée qu'ils ont conçu des navires assez robustes pour traverser l'océan Pacifique et découvrir l'Amérique 71 ans avant Christophe Colomb. Notre équipe est partie à la recherche de ces forteresses navales de l'Antiquité chinoise. En 2002, la publication de travaux de recherche ébranle le monde universitaire, car les révélations qu'elle met en avant sont de nature à réécrire l'histoire des États-Unis. L'histoire traditionnelle, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'un récit fantaisiste. La théorie officielle du peuplement de l'Amérique du Nord sera bientôt battue en brèche. Selon les auteurs de ces rapports, l'échelle des vaisseaux qui sortaient des chantiers navals de la Chine antique rivalisait avec celle des paquebots d'aujourd'hui. Le monde saura bientôt que la plupart des indigènes d'Amérique du Nord sont arrivés par les océans. L'ouvrage prétend qu'une flotte chinoise, emmenée par l'amiral Yang He, a traversé le Pacifique et découvert l'Amérique 71 ans avant Christophe Colomb. Si elle s'avère exacte, cette théorie va bouleverser l'histoire des États-Unis. Il est tout à fait plausible qu'une jonque chinoise ait dérivé au gré des courants du Pacifique Nord pour s'échouer sur les côtes ouest de l'Amérique. Mais peut-on pour autant parler de découverte au sens propre du terme? Dans les archives chinoises, il n'existe aucune trace d'un récit mentionnant la découverte d'un nouveau monde. Dans le domaine de la guerre navale, la capacité d'engager le combat à distance est un atout crucial. Les navires contemporains disposent de missiles qui permettent d'ouvrir le feu sans se rapprocher de l'ennemi. Plus les vaisseaux sont proches, plus ils sont vulnérables à l'assaut. Les Chinois de l'Antiquité ont très vite compris que leurs navires devaient disposer de moyens d'attaque à longue portée. Les Chinois ont utilisé les catapultes dès l'Antiquité. Certains récits mentionnent leur usage dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Ces dispositifs ont progressivement donné naissance à toute une gamme d'armes qui ne sont devenues obsolètes qu'au moment de l'apparition de la poudre à canon, aux alentours des XIe et XIIe siècles. Richard Windley a reconstitué un modèle d'époque. J'ai fabriqué une catapulte chinoise. Cette maquette est une reproduction du modèle Zhuangfang, ou catapulte à tourbillon. Ces machines avaient toutes sortes de tailles. Celle-ci fait 4 mètres de haut. C'est de loin la plus petite de la gamme. Mais d'après les archives, certains dispositifs gigantesques étaient tractés par une centaine d'hommes. Les projectiles de ces machines pouvaient atteindre des dimensions impressionnantes. La catapulte était un système de lancement polyvalent. Les Chinois bombardaient l'ennemi avec des têtes humaines, des projectiles explosifs ou des boulets incendiaires. L'efficacité de ces catapultes réside dans la légèreté de leur conception. Elles étaient transportées à dos de soldats. Le projectile était à l'arrière. Les Chinois exploitaient les matières premières grâce à des techniques ingénieuses. Les bras de ces machines sont constitués de plusieurs tiges de bambou, ce qui leur confère une certaine flexibilité. La catapulte bénéficie d'un excellent rapport poids-puissance. Le dispositif est assez léger pour être embarqué à bord d'un navire. Les projectiles étaient lancés sur les bateaux ennemis afin de détruire la structure, les cordages et les voiles. Nous allons essayer d'atteindre une cible qui mouille sur le lac. Ces planches représentent une portion de la coque en bois d'un bateau. Nous allons armer la catapulte avec des boulets de fer et tenter un premier tir de réglage. Les Chinois ont cessé d'utiliser la catapulte à l'ère moderne. Richard et son équipe s'apprêtent à tester ce modèle pour la toute première fois. Tu peux le défaire? Ils vont répéter les mêmes gestes que les marins chinois il y a 1500 ans.
Attention. 3, 2, 1. Tirez. C'était formidable. Nous avons touché l'extrémité avant de la cible. Mais si mes collègues tirent un tout petit peu plus fort, nous devrions faire mouche. Nous allons essayer encore une fois. Attention. 3, 2, 1. Tirez. Touché. Nous l'avons touché, c'était un beau tir. Bien sûr, la portée varie en fonction de la taille des projectiles et de la puissance du lancer. C'est une machine assez complexe, mais le fait que nous ayons réussi à toucher la cible suffit à démontrer l'efficacité du concept. Les Chinois ne se contentaient pas de lancer des boulets. Certains écrits méconnus font référence à des projectiles bien plus insidieux. Les textes anciens évoquent des boulets de matière incandescente. Au XVIIIe siècle, les Occidentaux chauffaient leurs boulets à blanc pour infliger des dégâts importants aux ponts des navires ennemis. Bien avant eux, les Chinois utilisaient déjà des projectiles en métal incandescent. Dans une ancienne forgerie, l'historien Hector Cole, qui est aussi forgeron à ses heures, tente de faire la lumière. Il est probable qu'ils disposaient des moyens de lancer des projectiles incandescents. Il fallait une technologie assez avancée pour acheminer rapidement du métal en fusion vers la catapulte avant qu'il ne se solidifie. Ils ne projetaient donc pas des morceaux de métal dans les airs, mais bien des boulets incandescents. Hector a consacré sa carrière à reproduire des armes de l'époque en utilisant exclusivement d'anciennes techniques de forge. La première étape consiste à chauffer les boulets à la bonne température. Pour obtenir un morceau de métal de cette taille, il faut un feu très soutenu qui soit alimenté par de l'air. Les forgerons de l'époque utilisaient une sorte de soufflet qui permettait de raviver les flammes. Grâce à cette technique, les Chinois ont pu faire fondre le fer. Et une fois que vous disposez d'un métal en fusion, vous pouvez le verser dans un récipient de n'importe quelle forme. Cette technique n'est apparue en Europe occidentale que des siècles plus tard. Le fourneau porte la température du boulet à plus de 800 degrés. Ce procédé permet de concentrer la chaleur à l'intérieur du fourneau. La déperdition est faible, ce qui facilite l'installation du dispositif sur des bateaux en bois. Les Chinois ont certainement équipé leurs navires de petites forges comme celle-ci. L'efficacité du métal incandescent est redoutable. Si du métal incandescent atterrit sur un matériau combustible, ce dernier s'embrase aussitôt. Il est facile d'imaginer que si vous larguez un de ces boulets chauffés à blanc sur un navire, les gens qui se trouvent à bord vont paniquer. Car s'il y a bien une chose à éviter sur un bateau, c'est un feu qu'on ne maîtrise pas. Hector laisse le boulet dans la forge à 800 degrés pendant 15 minutes. Le métal vire au rouge. Notre boulet a passé 15 minutes dans le fourneau pour atteindre cette température. À présent, nous allons observer ce qui se passe lorsqu'il entre en contact avec des matériaux combustibles. Hector commence par mettre le boulet sur du carton ou du papier, des matériaux que l'on trouvait dans la voilure ou qui servaient d'emballage à bord d'un navire. La combustion est instantanée. Si vous étiez à bord, ce serait effrayant. Le résultat est très efficace. Mais comment ce boulet incandescent affecterait-il la structure d'un navire? Hector tente l'expérience sur une planche de 5 cm d'épaisseur, l'équivalent de celle utilisée dans la fabrication des bateaux chinois de l'époque. Le résultat est identique. Le feu se propage immédiatement. C'est la panique. Personne ne va ramasser le boulet. Abandonnez le navire. Mais comment projeter ce projectile incandescent dans la catapulte de Richard? Le forgeron Adrian May a bricolé une forge mobile de la taille de celle qu'ont pu utiliser les marins chinois de l'époque. Nous avons conçu un fourneau dans lequel nous avons placé quelques boulets.
Il chauffe depuis une trentaine de minutes et à ce stade, il devrait déjà avoir une teinte orangée. Nous allons les charger dans la catapulte pour voir si nous pouvons atteindre la cible. Attention, 3, 2, 1, tirez. Le boulet reste incandescent lorsqu'il fend l'air. Les artilleurs pouvaient donc se concentrer sur la précision de leur tir. Mais certains navires étaient trop imposants pour être détruits. Car les Chinois de l'Antiquité avaient conçu des bâtiments aussi majestueux qu'étranges. La Chine est un vaste pays qui s'étend sur près de 10 millions de kilomètres carrés. Une grande partie de ce territoire est sillonnée par des cours d'eau. En Chine, le combat naval s'est développé différemment qu'en Occident, et ce très tôt dans l'histoire. L'existence d'une flotte maritime n'était pas nécessaire, car il y avait très peu d'ennemis outre-mer. La marine chinoise opérait essentiellement le long des grands fleuves. Afin de contrôler ce réseau, qui s'étend sur plus de 50 000 km, les Chinois de l'Antiquité ont développé une véritable armada fluviale à la pointe de la technologie. Dès l'époque de la dynastie Han, des navires de guerre multicoques sillonnaient les fleuves chinois. Et en 285 après Jésus-Christ, les chantiers navals ont construit le modèle absolu pour la campagne contre le royaume de Wu. Les armateurs chinois ont construit l'un des plus grands navires de guerre de l'Antiquité. Le bâtiment était une véritable forteresse mobile. Au lieu de mettre une armée en marche à travers une région hostile et de bâtir un fort sous le feu de l'ennemi, les militaires déplaçaient ce gigantesque navire le long du fleuve pour disposer d'un bastion au territoire adverse à partir duquel ils pouvaient lancer des attaques. D'après les textes, le navire faisait 200 mètres de côté. Ce gigantesque bateau de guerre a été construit dans la région du Haut-Yangtze et acheminé jusqu'au royaume de Wu pour servir de forteresse flottante. Les chantiers navals équipaient leurs forteresses avec les armes et la technologie dont ils disposaient déjà. Le résultat est stupéfiant. Pour les soldats, il devenait évident que le succès d'une campagne militaire passait nécessairement par le développement d'une flotte fluviale. Les archives ne permettent pas de déterminer si ces navires constituaient un atout du point de vue stratégique. Mais leur présence en territoire ennemi devait certainement avoir un impact psychologique déterminant. Car les forteresses flottantes sont devenues un rouage essentiel de la stratégie militaire chinoise. L'histoire de la guerre navale chinoise comporte de nombreuses références au Liu Shan, ces navires à étages. Il s'agissait ni plus ni moins de châteaux forts sur l'eau, destinés à l'attaque et à la défense. C'étaient de véritables forteresses flottantes. En 584 après Jésus-Christ, l'empereur chinois a commissionné le généralissime Yang Su pour la construction d'un navire haut de 5 niveaux, équipé d'une arme apparemment révolutionnaire pour l'époque. Lors des combats fluviaux, ces mastodontes s'affrontaient à coups de masse géants. Les Liu Shan étaient conçus pour le combat de près. L'artillerie longue portée n'existait pas. On ne se détruisait pas à distance. Le principe était le même que lors des combats des galères. Les navires se positionnaient côte à côte et s'efforçaient de causer un maximum de dégâts aux bâtiments ennemis. L'attaque débutait par l'intermédiaire de gigantesques palans lestés avec des masses destinées à fracasser le pont ennemi. Puis, les troupes alignaient les coques à l'aide de grappins et se ruaient à l'abordage, ce qui donnait lieu à des corps à corps frénétiques et sanguinaires. Afin de défendre leurs marins contre les assauts, les architectes navals chinois ont conçu un nouveau type de bateau. Vers l'an 418 après Jésus-Christ, les navires de guerre équipés de roues à aubes font leur apparition. Les marins qui actionnaient ces roues étaient protégés à l'intérieur de la coque. Ces navires étaient en outre bien plus maniables que les bateaux à rames ou à voile, car il suffisait de bloquer les roues d'un côté pour les manœuvrer. Cette invention révolutionnaire effrayait l'ennemi.
puisque le navire semblait mu par les esprits, sans aucun moyen de propulsion apparent. Mesurant le succès de leur invention, les Chinois ont continué à en perfectionner la conception. Les premiers navires à aubes se déplaçaient à l'aide d'une roue unique. Mais avec le temps, la taille et le nombre des engrenages se sont accrus. Et certains navires étaient équipés de 32 roues. 1400 ans plus tard, les Chinois utilisaient encore ces navires à aubes pour combattre les Britanniques dans les années 1840, au cours de la première guerre de l'opium. Comme à leur habitude en matière d'innovation navale, les Chinois s'inspiraient de mécanismes terrestres. L'invention du navire à aubes par les Chinois a quelque chose de fascinant, car cela suppose une approche originale. Ils se seront sans doute inspirés du système d'irrigation traditionnel, dans lequel l'eau qui coule dans une rivière située en contrebas actionne une roue à aubes, laquelle permet d'irriguer les champs. Quelqu'un aura donc eu l'idée d'inverser le processus et d'actionner la roue afin de favoriser l'écoulement du cours d'eau. Il suffisait ensuite d'adapter le système à un navire dont la motricité serait assurée par l'homme. L'innovation repousse sans cesse les frontières de la technologie. Ce bateau de guerre date de l'époque de la dynastie Song. Il était conçu pour torpiller les navires ennemis et disposait de rangées de clous situées à l'avant. Quant à la motricité, elle était assurée par 4 rameurs. Cette embarcation venait s'empaler sur les flancs des navires ennemis, les privant de toute manœuvre de dégagement. Puis l'équipage allumait les mèches, situées à la proue, et prenait la fuite à bord de l'autre moitié de l'embarcation, avant que les charges n'explosent. Ce modèle est absolument incomparable à tout ce qui se fait aujourd'hui. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Grâce à la diversité de ses moyens d'attaque, cette flotte était une force incontournable. Pour combattre cette menace, les ingénieurs de l'Antiquité ont dû inventer des moyens de contrer les navires. John Bevan est un expert de l'histoire de la technologie sous-marine. En Occident, les premières mines sont apparues vers la moitié du 19e siècle, notamment pendant la guerre de Crimée, autour de la mer Noire et de la mer Baltique, où les forces alliées françaises et britanniques combattaient les Russes. À l'époque, les Russes avaient mis au point 2 types de mines qui endommageaient sérieusement les navires alliés. Il y avait les mines de contact et celles que l'on pouvait déclencher depuis la terre ferme, à l'aide de câbles électriques qui se reposaient sur une technologie avancée à l'époque. Il aura donc fallu plus d'un millénaire à l'Occident pour rattraper le savoir-faire des Chinois. En matière de mines, la Chine antique était très en avance sur son temps. Notre équipe s'est rendue dans un centre expérimental en Grande-Bretagne pour tester cette technologie ancienne. J'ai devant moi une réplique miniature d'un dispositif de l'Antiquité chinoise qui a été reproduit à partir d'un manuel du XIVe siècle, dans lequel figurent différents armements militaires de cette période. Lors des nombreux conflits qui ont secoué la Chine antique, les fleuves constituaient un réseau de communication majeur. Ceux qui contrôlaient les cours d'eau disposaient d'un avantage stratégique. Le dispositif que nous avons ici avait une vocation défensive et protectrice. Ce modèle est une bombe qui utilise de la poudre à canon. C'est le seul dont nous disposons, mais certains croquis du manuel montrent que plusieurs bombes étaient reliées entre elles à l'aide d'une mèche qui passait à travers ce boyau de porc, un matériau choisi pour son imperméabilité, qui permettait à la mèche de rester au sec et donc de se consumer normalement. La planche à laquelle les bombes sont fixées était maintenue en suspension dans l'eau à l'aide de ces flotteurs. À l'origine, il s'agissait de vessies de bœufs ou de gros mammifères qui assuraient la flottaison, l'ensemble du dispositif étant ancré au lit du fleuve par des pierres. La mise à feu se fait de différentes manières. L'une d'entre elles utilise ce petit pot flottant dans lequel est fixé un bâtonnet d'encens qui est relié à la mèche. Le bâtonnet se consume lentement et lorsqu'il atteint la base, il y a un peu de coton-poudre qui enflamme la mèche. La longueur de la mèche déterminait le laps de temps qui s'écoulait entre l'allumage et l'explosion, de quelques secondes à plusieurs minutes. La mèche se consume à l'intérieur du boyau imperméable jusqu'à ce qu'elle atteigne la bombe qui explose sous l'eau.
Nous allons donc essayer d'installer ce dispositif dans le caisson. Nous avons placé une petite charge pour des raisons évidentes de sécurité. Il ne reste plus qu'à allumer la mèche et à attendre qu'elle se consume. La première étape consiste à trouver l'équilibre entre le dispositif flottant et le système d'ancrage, afin que la mine se place exactement à la bonne profondeur. Mais pour les plongeurs, la phase la plus délicate de l'opération consiste à disposer la mine sous l'eau et à l'armer sans mouiller les composants essentiels. À l'époque, la mèche à base de coton-poudre devait impérativement rester au sec. Voilà qui était intéressant, sachant que la charge contenait moins d'une trentaine de grammes de poudre. Les dispositifs chinois contenaient au moins 2 à 3 kilos de poudre. Si l'on multiplie la contenance de ce petit pot par 100, il est possible de se faire une idée des dégâts que ces mines étaient capables de causer. Il s'agissait réellement d'armes redoutables pour les bateaux naviguant sur les cours d'eau. L'ennemi était pris par surprise. Il ignorait comment ces charges étaient disposées, où elles se trouvaient et à quel moment elles allaient exploser. C'était une arme de dissuasion formidable. Je suis vraiment stupéfait, parce qu'il nous a fallu plus de 1000 ans pour rattraper les Chinois. Les mines chinoises de l'époque antique utilisaient une technologie très en avance sur son temps. Comme pour toutes les innovations militaires, ces armes ont été développées afin de répondre à une menace bien définie, celle des architectes navals chinois. Car ces inventeurs de génie avaient des siècles d'avance sur le reste du monde. Leur technologie est encore appliquée de nos jours et leurs modèles de navires n'ont pas pris une ride. Les Chinois en ont construit des millions au fil des siècles. Ce type de bateau porte un nom, la jonque. Grâce à sa conception ingénieuse, la jonque chinoise est un modèle de bateau qui a su traverser les siècles. En matière de construction de coques, le bois dont dispose la Chine n'est pas d'excellente qualité. Pour combler ce déficit en matières premières, les Chinois ont donc opté pour une conception ingénieuse. Ils ont élaboré une forme de coque basée sur un système de compartiments internes, dont la structure nécessite l'utilisation d'un minimum de bois. Le résultat donne une coque très légère et extrêmement résistante. Le fond de l'embarcation est plat. Le fond plat de la coque comportait de nombreux avantages lorsqu'il s'agissait de manœuvrer dans les estuaires et les fleuves. La jonque devait également pouvoir opérer autour des ports et remonter le courant. Elle devait aussi traverser les rapides et pouvoir résister aux chocs intempestifs contre les récifs. Le fond plat améliore également les performances du gouvernail. Grâce à la forme plate et ramassée de leur structure, les bateaux chinois pouvaient utiliser une rame gouvernail, disposée à l'arrière. Pour qu'un gouvernail soit efficace, il doit être pleinement immergé par rapport à la coque. Si le fond du bateau a cette forme, et que vous abaissez une rame, elle vient se positionner sous la coque, en pleine eau. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont progressivement abaissé la hauteur de la rame gouvernail jusque sous la coque, pour une parfaite efficacité. Le gouvernail à lui seul constitue une prouesse technologique pour l'époque. L'avantage d'un gouvernail par rapport à une rame arrière, c'est qu'il requiert moins d'efforts physiques. Nous pensons que les Chinois utilisaient le gouvernail depuis plus de 1000 ans, avant que les Européens ne les imitent. Les gouvernails chinois pouvaient être relevés ou abaissés. Si le bateau heurtait le fond, on le remontait, ce qui n'était pas possible sur les navires européens. Lorsqu'il touchait les récifs, le gouvernail se brisait et le navire devenait incontrôlable. Les bateaux occidentaux étaient équipés d'un gouvernail fixe qui ne pouvait pas être relevé dans les eaux peu profondes. Le navire était composé d'une charpente unique dont la structure était recouverte de planches. Les Chinois ont été les premiers à exploiter les systèmes de cloison.
Cette technique permet de diviser la coque en plusieurs compartiments étanches afin de confiner les voies d'eau en cas d'avarie. Les Chinois ont inventé les systèmes de cloison autour du 1er siècle. Cette technologie avait deux avantages. Elle renforçait la structure d'ensemble de la jonque et réduisait les torsions de la coque. Mais surtout, lorsque l'eau s'infiltrait à la suite d'une avarie de quelque origine, elle était confinée à un seul compartiment. Les Chinois de l'Antiquité ont puisé leur inspiration dans la nature. Les Chinois se servaient de bambou pour fabriquer leurs radeaux. Et la configuration naturelle des tiges de bambou les a inspirés pour la construction des jonques. La motricité des voiliers est assurée par les voiles. L'ingénieur naval Cédric Bell a fabriqué la réplique d'une voile de jonque. Voici la maquette d'une voile de jonque. Les panneaux sont accrochés à un bambou en lamelé. Des tiges parcourent la voilure de haut en bas et sont reliées au mât par des lacets en toile, équipés de rouleaux cylindriques. Le mât ne comporte pas d'étais, afin que la voile puisse pivoter. Des écoutes sont reliées à chaque tige. Chacune de ces écoutes permet de contrôler la direction de la voile depuis le pont en fonction de la provenance du vent. Les extrémités des panneaux sont conçues de manière à accentuer l'effet de portance, exactement comme sur un avion ou sur une aile d'oiseau. Grâce au pivot de la voile, la jonque chinoise pouvait naviguer contre le vent comme les yachts modernes. Lorsque vous vouliez réduire la voile, les tiges se superposaient à la manière de stores vénitiens et s'attachaient aux extrémités. Mais pour hisser la voile, qui pouvait peser jusqu'à 10 tonnes, il fallait disposer d'une aide supplémentaire. L'on suppose qu'un système de contrepoids semi-automatisé permettait de maintenir la voile à la hauteur désirée. Le seul problème, c'est que si vous disposiez d'un mât de 30 mètres et d'une coque de 10 mètres de long, il fallait installer plusieurs contrepoids ou un rapport proportionnel. Ainsi, lorsque le contrepoids descendait d'1 mètre, la voile se hissait de 3 mètres. Les balanciers étaient guidés par des cordages pour éviter toute oscillation. Lorsque le bateau naviguait, les contrepoids étaient au fond de la coque. Grâce au cabestan, ce système permettait de hausser la voile sans trop d'effort, à moins qu'elle n'ait pris l'eau. Et lorsque la voilure était entièrement rentrée, il était d'autant plus facile de la hisser. La jonque est la reine des constructions navales de l'Antiquité. Un concept qui se décline à l'infini, qu'il s'agisse d'embarcations destinées à la navigation fluviale ou de gigantesques navires taillés pour les océans. En 1421, une flotte de ces titans des mers, baptisée la flotte des trésors, est sortie des chantiers navals. Certains de ces bateaux avaient les dimensions d'un terrain de football. Les marins de l'Antiquité les utilisaient pour accomplir de longues traversées. Certaines personnes sont convaincues que c'est à bord de jonques comme celle-ci que les Chinois ont traversé le Pacifique et découvert l'Amérique. Une théorie d'autant plus extraordinaire que cette découverte aurait eu lieu 71 ans avant celle de Christophe Colomb. En 2002, Gavin Menzies publie un livre qui devient rapidement un best-seller. Cette œuvre s'intitule « 1421 ». Dans son ouvrage, l'auteur développe une théorie qui va engendrer la controverse à travers le monde. Si l'on veut vérifier le bien fondé de 1421, il faut découvrir une coque de fabrication chinoise qui ne souffre pas la moindre équivoque. Menzies affirme avoir déchiffré les textes et les cartes datant de l'Antiquité chinoise. Grâce à ce travail, il aurait récolté de nouveaux indices en Chine et à travers le monde qui permettraient de prouver que les Chinois de l'Antiquité ont été les premiers à découvrir l'Amérique, 71 ans avant que Christophe Colomb n'entame sa traversée historique. Les Chinois ont une très longue histoire d'exploration des mers que nous n'avons découverte que très récemment. Et qui plus est, l'ADN des peuples indigènes d'Amérique du Nord ne corrobore pas la théorie prédominante, selon laquelle l'Amérique se serait peuplée à la suite d'une migration via le détroit de Bering.
Selon Menzies, le 8 mars 1421, une gigantesque armada connue sous le nom de Flotte des Trésors a quitté la Chine sous le commandement de l'amiral Yang He. Sa mission consiste à explorer le monde et à rapporter de l'or, des bijoux et de nouveaux savoirs à l'empereur. C'était une flotte imposante, composée de milliers de navires. Certains se sont égarés, d'autres ont sombré, ou ont débarqué en Amérique ou ailleurs et ne sont jamais rentrés. L'hypothèse selon laquelle ces navires auraient découvert l'Amérique risque d'avoir une incidence formidable sur l'histoire du continent. L'histoire traditionnelle, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'un récit fantaisiste. La théorie officielle du peuplement de l'Amérique du Nord sera bientôt battue en brèche. La piste démarre en Chine. Le passé maritime de la Chine est l'un des chapitres les plus glorieux de son histoire, car il est unique en son genre. Cet empire a abordé toutes sortes d'obstacles, sans aucun lien avec les autres civilisations, et bien avant tout le monde. La première question est de savoir si les Chinois ont pu construire des navires assez grands pour accomplir le voyage. Afin d'aider à résoudre le mystère, une maquette d'un des bateaux de Yang He a été reproduite. Les experts ont des points de vue divergents sur le sujet. Mais nous estimons que les navires de la flotte des trésors que commandait Zhang He mesuraient environ 150 mètres de long. D'après les fouilles que nous avons réalisées. À Nanjing, il existe des vestiges d'un navire encore plus grand. Nous avons trouvé 3 énormes gouvernails en cale sèche sur le même site. Ces pièces donnent une idée des dimensions des navires qui sortaient des chantiers. Cela prouve aussi qu'ils entretenaient 3 bateaux en même temps. Gavin Menzies est convaincu que ces vaisseaux étaient capables d'atteindre l'Amérique. Sur le site, la recherche de nouveaux indices est en cours. De nombreux ingénieurs navals ont soutenu à juste titre que ces navires dont les dimensions étaient supérieures à celles d'un terrain de football se seraient brisés en mer. Cédric Bell, qui est un éminent ingénieur naval, a découvert que les coques étaient renforcées avec du béton. Cette technique de consolidation permettait d'éviter l'affaissement de la structure en coulant du béton à la base de la coque et sur toute la longueur du bâtiment, afin de le renforcer dans sa longueur et sa largeur. Ce morceau de béton vient de Maraki. Je l'ai pris sur un navire de la flotte des trésors. Le béton était constitué de poussière volcanique qui coulait dans la coque. La coque était préalablement enduite de colle de riz. Cela peut paraître étrange, mais il faut savoir que le riz a été utilisé comme mortier pour édifier la Grande Muraille de Chine. C'est une colle puissante et durable qui garantissait une parfaite adhérence entre la coque et le béton, afin de prévenir tout risque de corrosion par l'eau de mer. Sur cette face qui était contre la coque, on distingue les traces de grains de riz qui servaient d'adhésif. Nombreux sont ceux au sein de la communauté universitaire qui estiment que Menzies et ses partisans font fausse route. Le professeur Stephen Davis admet que les Chinois ont été les premiers en Amérique, mais ne considère pas qu'ils aient découvert le continent. La notion de découverte est ambiguë. Les ancêtres des Chinois ont en effet découvert l'Amérique puisqu'ils y sont allés. L'immense majorité des indigènes américains est issue des ethnies qui peuplaient la partie orientale du continent eurasien. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils ont découvert l'Amérique. Mais la notion de découverte suppose également la divulgation de ce qui était inconnu. Et il n'existe aucune trace dans les archives chinoises d'un quelconque récit mentionnant la découverte d'un nouveau monde. Pour clore le débat, il faut des preuves tangibles. Mais s'ils découvrent une jonque à l'endroit où Zhang He est supposé avoir accosté et qu'ils effectuent une datation exacte au carbone 14 dans un laboratoire certifié et dont le travail est irrécusable, chapeau. À une dizaine de milliers de kilomètres de là, sur les côtes de l'Oregon, l'équipe de 1421 est convaincue de tenir sa preuve irréfutable. Aujourd'hui, un groupe dirigé par Dave Kottner
va forer les dunes des alentours de la ville de Newport. L'équipe est persuadée d'avoir localisé une épave qui va faire taire les sceptiques de par le monde. S'ils trouvent ce qu'ils cherchent, leur découverte va bouleverser l'histoire de l'Amérique. Sur la côte nord de l'État d'Oregon, Dave Kottner est convaincu de détenir la preuve que les Chinois de l'Antiquité ont découvert l'Amérique plusieurs décennies avant le célèbre voyage de Christophe Colomb. Au fil des siècles, cette côte du nord de l'Oregon a été balayée par de nombreux raz-de-marée ou tsunamis. En 1421, une gigantesque lame de fond s'est abattue sur ces plages. Les astronomes ont découvert qu'à cette époque, une météorite géante a percuté la Terre au sud de la Nouvelle-Zélande. L'impact a formé un cratère de 25 km sur le sol océanique et engendré un raz-de-marée de plus de 200 mètres de hauteur. Lorsque l'onde a percuté ces côtes, la vague atteignait encore une quinzaine de mètres et se déplaçait à plus de 500 km/h. Certains des navires que j'ai découverts sur ce site sont enfouis à une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Je vous laisse imaginer la puissance du phénomène. Dave utilise une baguette de sourcier pour localiser du gaz, du pétrole, de l'or, de l'argent ou un trésor. Son taux de réussite est de 100%. Il a découvert des filons d'or et d'argent à travers le sud-ouest des États-Unis qui ont engendré des millions de dollars de profit. Mais cette fois, il est convaincu d'avoir déniché le gros lot. Les jonques ancestrales, à bord desquelles les Chinois, les premiers non-indigènes américains, sont arrivés sur le continent 71 ans avant Christophe Colomb. Grâce à sa technique de divination, Dave délimite les contours du navire enfoui. Il y a 4 pièces de 20 cm² au fond du navire. Dave sent les vibrations des baguettes à travers ses mains. Votre subconscient communique avec votre conscient pour transmettre ces messages. Tandis que je me promène, je laisse mon subconscient me guider. Et si quelque chose bouge, les baguettes suivent. Nous savons que l'eau se trouve 2 mètres sous le sable. Nous allons creuser jusqu'au niveau d'eau et glisser une pompe qui va nous aider à installer un coffrage pour atteindre le bois. Dave convoque son équipe d'excavateurs. On risque d'avoir besoin d'aide? Qui sait? Ces dunes pourraient-elles cacher le légendaire navire des trésors de Yang He, celui dont Gavin Menzies est convaincu qu'il a mené les Chinois de l'Antiquité vers les plages de l'Oregon à la découverte de l'Amérique? L'équipe entame les fouilles avec enthousiasme. Les hommes forent le sol à l'aide d'un conduit en plastique et insèrent un tuyau pour chasser le sable. Une fois le matériel en place, l'équipe peut introduire la foreuse et extraire le bois. C'est une sorte de scie qui se ferait un passage à travers tout ce qui se présente. Les mèches sont en carbure, un composé plus robuste que tout ce que nous risquons de rencontrer. Le foret est aussi creux que le canon d'un fusil. Dave se rapproche-t-il du navire qui a découvert l'Amérique? Si vous voulez prouver qu'un vaisseau chinois a atteint l'Amérique, vous allez mener des recherches le long de la côte ouest pour trouver les vestiges d'une coque de jonque chinoise. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup d'épaves de jonques le long de cette côte. Elles datent des 18e et 19e siècles, car à l'époque, il y avait d'importants flux migratoires en provenance d'Asie. Il faut donc être certain de dénicher une coque du 15e et non du 19e siècle. Mais la météo ne semble pas vouloir coopérer. Le forage a atteint une nouvelle couche à travers le sable. Mais le vent et la pluie redoublent. Et nous avons déjà traversé plusieurs niveaux différents. Nous avons rencontré des bouts de bois, des feuilles et des détritus. On s'en rend bien compte en nettoyant. Maintenant, nous sommes en présence de sable bleu. J'ignore ce que c'est, mais ça ne correspond pas du tout à cet environnement. On espère que c'est de bon augure. Mais l'équipe persévère. On se rapproche. À l'issue du second jour de fouille, le front orageux s'est dissipé et Dave peut reprendre ses recherches. Il projette de forer le sol à une profondeur de 13 mètres pour atteindre le bois au niveau de la quille du navire. L'objectif est de remonter un échantillon carotté. S'il y parvient, le spécimen sera expédié au laboratoire pour une datation au carbone 14.
On y est presque, il doit rester une quinzaine de centimètres. Dave est persuadé que si son échantillon date bien de 1421, la preuve sera faite que les Chinois ont découvert l'Amérique. Ce bateau a accosté 71 ans avant Christophe Colomb. La nouvelle risque de faire du bruit. L'excitation gagne le campement. Ce littoral est imprégné de mystères antiques. Dave finira-t-il par mettre au jour les énigmes enfouies sous le sable depuis des siècles? Ou bien le professeur Stephen Davis a-t-il raison? Cela suppose qu'au XVe siècle, les systèmes de circulation des courants océaniques aient été radicalement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour être précis, il aurait fallu qu'ils fonctionnent à contre-courant, ce dont je doute. Selon moi, les gigantesques navires chinois qui ont été construits étaient surtout de grandes plateformes immobiles et tapageuses, depuis lesquelles l'empereur et sa suite pouvaient souhaiter bon vent à Zhang He, lorsque ce dernier a entrepris son voyage en 1405. Selon toute vraisemblance, le grand Zhang He aura pris la mer sur un bateau capable de naviguer. 13 mètres et 6 heures plus tard, l'équipe touche enfin au but. Le tuyau refoule du bois. C'est du bois chinois. C'est le matériau dont sont faits les rêves. C'est encore mieux que de l'or. Voilà 22 ans que j'attends ce moment. Ce bois provient-il d'une jungle de l'Antiquité chinoise? Malheureusement, les carottes sont trop petites pour permettre une datation exacte. Dave pense savoir pourquoi ces échantillons sont si maigres. Je suis quasiment certain que nous forons dans une partie de 60 cm. C'est comme un morceau de quille qui vient se nicher dans un bloc de bois compact. Il semblerait que la mèche se soit coincée et que Doug ait eu du mal à la retirer. En cherchant à la dégager, nous avons remonté du sable et non du bois. Les hommes percent un autre trou. Six heures plus tard, l'équipe est perplexe. C'est un mystère. Nous sommes peut-être trop profonds et il semble que nous ayons dévié. Nous avons repris les mesures à 3 reprises et à chaque fois nous avons trouvé une profondeur et une largeur approximativement identiques. Mais nous n'arrivons pas à déterminer ce qui nous échappe parce que le niveau hydrostatique indique que nous sommes à quelques centimètres. Tout cela ne colle pas. J'ignore pourquoi nous ne remontons pas une carotte. Nous devrions être juste au-dessus, je ne comprends pas. La seule explication plausible serait que les conditions atmosphériques nous jouent des tours. Je sais qu'il y a une différence entre une journée ensoleillée et une couverture nuageuse. Les dunes de l'Oregon ne livrent pas leurs secrets à tous les chercheurs. Le mystère de la jungle chinoise repose toujours sous le sable. Tandis que l'hiver s'installe sur la côte, Dave et son équipe doivent lever le camp, avec l'espoir de revenir la saison prochaine et enfin découvrir le navire. On l'aura, c'est certain, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tandis que l'équipe abandonne ces plages reculées, les secrets des navires de l'Antiquité chinoise demeurent, enveloppés dans un linceul de sable, de brume et de mystère. D'ici une vingtaine d'années, notre compréhension de l'histoire du monde sera métamorphosée. Nous saurons alors de quelle manière nous l'avons découvert, comment le continent américain s'est peuplé, et à quel point la Renaissance et notre mode de vie moderne sont fondés, dans une très large mesure, sur le savoir-faire intellectuel chinois. La quête ne doit jamais cesser. La recherche historique est un système de falsification par essence. La moindre hypothèse doit être battue en brèche. Il suffit de trouver une preuve qui démontre l'illégitimité d'une théorie pour que celle-ci soit balayée. Quelle que soit l'opinion des universitaires vis-à-vis de la théorie de 1421, tous sont d'accord sur un point. Nous savons qu'ils ont résolu les problèmes de navigation avec une rigueur inégalée, et ce, bien avant tout le monde. En matière de construction de coques, de manœuvrabilité et de motricité, les solutions chinoises sont uniques et fascinantes. Et nous ne savons encore que trop peu de choses. De par leur conception, les navires de la marine antique chinoise représentent une prouesse technologique visionnaire pour l'époque. De l'armement embarqué à la structure des coques, les Chinois ont construit les bateaux les plus sophistiqués de l'Antiquité. Reste à déterminer si leurs vaisseaux leur ont permis de découvrir l'Amérique. En dépit de la controverse, le mystère demeure. Mais certains n'ont pas encore baissé les bras.